Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. L'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, vient de célébrer son 28e anniversaire. L'institution se félicite d'avoir réussi à ériger des règles communes, modernes et régulièrement mises à jour, ce qui lui permet de garantir l'essor des activités économiques sur le continent. Nous aussi, on en parle et on fait le point sur l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Nous avons le plaisir donc de recevoir à ce propos Ali Bougrine, qui est Managing Partner du cabinet UGGC Africa, en direct avec nous depuis Paris. Bonjour Ali Bougrine. Bonjour Omar, comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, comme je le disais, l'OHADA célèbre cette année ses 28 ans depuis sa création en 1993. Je rappelle que l'OHADA regroupe plusieurs pays de différentes régions d'Afrique, dont l'objectif c'est d'harmoniser le droit des affaires. Si on avait un petit bilan à faire de ce qu'a accompli l'OHADA, quel bilan serait-il, Ali Bougrine? Le bilan serait nécessairement positif, Omar. Les organisations, les organes de l'OHADA avaient en face d'eux des 17 juridictions avec des réglementations locales très différentes, très compliquées, diffuses, ce qui crée un système fragmenté juridique sur toute la zone économique. Et aujourd'hui, depuis la création de l'OHADA, avec cet acte uniforme qui met en place un système juridique commun à ces 17 États membres, les investisseurs économiques bénéficient de plus de sécurité juridique. Les investisseurs économiques bénéficient de plus de sécurité juridique. Alors, quand on prend le cas, par exemple, de la législation, mais surtout du règlement des contentieux. À ce propos, quelle est actuellement la situation? La situation, elle est différente selon ce qu'on place dans la zone OHADA ou à l'extérieur de la zone OHADA. Au sein de la zone OHADA, vous avez des juridictions qui ont une juridiction suprême commune. C'est la Cour de justice de l'OHADA qui sert de Cour suprême, de Cour de cassation pour l'ensemble des juridictions nationales internes. Elle sert également de cours institutionnels d'arbitrage pour toute la zone. Donc, vous avez de ce fait, de facto, du point de vue du règlement des litiges et des contentieux, une harmonisation de la jurisprudence au sein de la zone OHADA. À l'extérieur de la zone OHADA, vous avez une souveraineté nationale sur le système judiciaire. Si je prends l'exemple du Maroc, le Maroc a son propre système judiciaire avec ses juridictions de premier ressort, d'appel, et la Cour suprême, la Cour de cassation marocaine, et qui a sa propre jurisprudence, ses propres positions sur un certain nombre de problématiques économiques. Alors, vous avez dit quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire l'harmonisation, ou en tout cas le droit commun au sein de l'espace OHADA, et la différence par rapport aux autres pays qui ne font pas partie de cette instance. Je rappelle que l'OHADA compte actuellement 17 pays. Alors, quel est l'avantage justement des pays membres de l'OHADA en termes d'harmonisation du droit des affaires? C'est de prévoir déjà un espace économique d'une superficie énorme et qui permet aux investisseurs internationaux d'avoir une connaissance parfaite de la réglementation qui va leur être applicable. Ça permet aussi, au sein de la zone, un contexte juridique qui favorise et qui booste les échanges commerciaux entre les États membres, même si on peut constater qu'il y a encore des améliorations nettes à faire en la matière. Le fait d'avoir des juridictions qui appliquent une jurisprudence commune, un système de loi commun, un certain nombre d'États, est nécessairement un facteur booster des investissements économiques dans la zone. Alors, le Maroc, à un moment, avait fait part, en tout cas, de sa volonté d'adhérer à l'OHADA et pas mal de discussions ont été menées. À un moment, on a senti que les choses, ou en tout cas, actuellement, on a l'impression que les choses sont en point mort. Qu'est-ce qui bloque, en fait, cette adhésion du Maroc à l'OHADA? Écoutez, je ne suis pas dans le secret des dieux, malheureusement, mais je peux vous donner mon point de vue de juriste.
déjà, on a un rapprochement net économique et politique du Maroc vers la zone OHADA. Depuis 2017 et l'adhésion du Maroc à l'Union africaine, on peut constater que les fondations pour potentiellement et éventuellement une adhésion future du Maroc à la réglementation OHADA a été mise en marge. Je rappelle, par exemple, que l'article 53 du traité fondateur de l'OHADA permet aux membres de l'Union africaine d'adhérer à la réglementation OHADA et d'entrer dans la zone OHADA, dans le système juridique OHADA. Donc, en étant membre depuis 2007 de l'Union africaine, le Maroc a déjà franchi une première étape et bénéficié d'un processus d'adhésion simplifié. Aujourd'hui, effectivement, que peut-on constater? Du côté des organes de l'OHADA, et notamment du secrétariat permanent, on peut constater que cette idée d'une adhésion du Maroc est accueillie très favorablement. En effet, comme je l'indiquais tout à l'heure, et comme le Maroc est déjà orienté dans un axe d'investissement sud-sud et un partenaire économique de premier rang avec nombre de pays de la zone OHADA, l'adhésion à la réglementation OHADA, à la zone OHADA, permettrait effectivement de la même manière d'accélérer ce processus d'investissement et d'augmenter les investissements marocains dans la zone. Aujourd'hui, on constate que cette adhésion n'a pas été mise en œuvre à ce jour. Pourquoi? Déjà, elle suppose déjà une volonté politique et qui se heurte à des difficultés techniques. Je peux parler des difficultés techniques. On a quelques sujets à régler avant d'entrer dans l'OHADA, et des sujets assez basiques. D'abord, l'arabe, qui est la langue officielle, une des deux langues officielles au Maroc, et la langue du contentieux, n'est pas une langue officielle de l'OHADA, reconnue par l'OHADA. Ce qui implique que les contentieux qui sont poursuivis en langue arabe dans les juridictions marocaines, si on devait rentrer dans cette zone, on devrait, en tout cas, changer cela, soit du côté OHADA en admettant l'arabe comme une des langues officielles de la zone, soit en impliquant un changement au niveau du Maroc qui serait, en termes d'impact, bien entendu, important. D'autres difficultés existent également. Le fait d'abandonner pour le Maroc une partie de sa souveraineté judiciaire, c'est de se soumettre notamment à la Cour de justice de l'OHADA comme organe suprême à la place de la Cour de cassation marocaine. Ce qui suppose que le processus et la réflexion se fassent et se poursuivent avant d'adhérer à l'OHADA, parce que l'impact et les conséquences sur le système judiciaire marocain peut être important. Alors, à vous entendre parler, on a la volonté politique peut-être est là, mais les obstacles techniques, à savoir l'obstacle de la langue, mais aussi cette perte de souveraineté au niveau, sur le plan juridique, c'est-à-dire que si le Maroc adhère à l'OHADA, c'est le droit OHADA qui prévaut d'abord avant le droit national. Alors, il faut savoir que à ce propos, tous les États membres de l'OHADA ont accepté de perdre leur souveraineté, une certaine souveraineté en tout cas juridique, de donner la primauté, en tout cas la supériorité au droit OHADA par rapport à leur droit national. Alors, Ali Bougrine, dans ce sens, on voit les entreprises marocaines très présentes sur le continent. Le Maroc est le deuxième investisseur africain en Afrique, parfois même le premier dans certaines zones. Comment ces entreprises se heurtent par rapport à la différence entre le droit marocain et le droit OHADA ou bien le droit de ces pays-là? C'est certain que les entreprises marocaines sont familières avec leur système juridique, je dirais, naturel, qui est le système juridique marocain. Même si on peut constater que la réglementation marocaine et la réglementation OHADA sont des cousines, je dirais, dans la mesure où elles sont toutes d'inspiration civiliste et inspirées du Code civil français, il n'en reste pas moins qu'il y existe des différences très fortes. Et donc, ce qui implique pour les investisseurs marocains, mais c'est valable également pour les investisseurs internationaux, d'avoir une fine connaissance de la réglementation locale au sein de la zone OHADA. Et donc, nécessairement, il y a un besoin d'accompagnement
juridique, fiscal, comptable de ces investisseurs accrue. Et donc, c'est une problématique qui est nécessairement prise en compte dans les décisions des investisseurs marocains d'y aller. Mais ce que l'on constate aujourd'hui, ce n'est pas un obstacle, dans le même sens que je dirais la spécialisation du droit des affaires en Afrique. Il y a un mouvement de conseils juridiques et fiscaux et de perfectionnement de la réglementation du métier de conseil qui accompagne ce mouvement d'investissement. Et aujourd'hui, les investisseurs marocains bénéficient d'appuis solides à la fois au Maroc, mais également au sein de la zone OADA. Alors, si aujourd'hui, revenons justement à cette problématique d'adhésion, si cette adhésion se heurte à ces obstacles techniques, est-ce qu'il y a quand même moins de rapprochement? Quels sont les ponts possibles aujourd'hui entre le Maroc et l'OADA? Écoutez, on peut constater qu'aujourd'hui, la non-adhésion ou l'absence d'adhésion du Maroc à l'OADA n'est pas un frein aux investissements, comme vous l'avez souligné, Omar. Vous avez constaté le nombre d'entreprises marocaines dans différents secteurs, bancaires, assurances, industriels, qui investissent dans la zone OADA. Donc, bon gré mal gré, les investisseurs marocains vont et investissent et sont très présents en Afrique. Et c'est une bonne chose. Il est toujours possible également de fonctionner avec des accords bilatéraux lorsque le Maroc entretient des relations économiques privilégiées avec tel ou tel pays. Et on peut citer un certain nombre de conventions fiscales qui ont été signées entre le Maroc et certains pays de la zone pour faciliter justement les échanges économiques. Donc, oui, la réglementation OADA et l'adhésion à la OADA serait un facteur booster, mais heureusement, ce n'est pas un facteur rédhibitoire pour les investissements marocains en Afrique subsaharienne. Ce n'est pas donc un obstacle pour le business entre donc investisseurs marocains et leurs collègues du continent. Parlons justement de cette collaboration entre différents acteurs donc économiques et juridiques du continent. Pensez-vous aujourd'hui qu'il y a suffisamment de partenariat entre ces différents acteurs pour permettre une meilleure harmonisation du droit des affaires dans notre continent? Oui, il y a une bonne communication. On pourrait toujours faire mieux et toujours faire plus, bien évidemment. Mais aujourd'hui, on a au Maroc, dans la zone OADA, un certain nombre de réformes qui, je dirais, upgrade les réglementations africaines pour les mettre au meilleur des standards internationaux. Et on peut saluer les initiatives en matière de digitalisation du droit, de dématérialisation des formalités, qui sont à la fois initiées dans la zone OADA, mais également au Maroc en ce sens. La suppression pour certains actes de formalités qui étaient, je dirais, pas nécessaires, comme la légalisation au Maroc, la mise en place prochaine d'un registre national du commerce et du crédit immobilier dans la zone OADA, sont telles initiatives qu'on peut saluer pour permettre effectivement une réglementation moderne qui soit mise en place en Afrique. Donc des actes à saluer. Alors, cela dit, vous venez vous êtes un exemple, si j'ose dire, en termes de partenariat entre acteurs africains, puisque Casablanca abrite désormais un acteur panafricain dans le domaine, c'est-à-dire le cabinet UGCC que vous dirigez. Quelles sont aujourd'hui, selon vous, les complémentarités possibles entre ces différents cabinets juridiques qui exercent sur le continent afin de faciliter l'action des investisseurs économiques et des hommes d'affaires? Écoutez, mon cabinet UGGC Africa a pris l'accent d'instituer Casablanca comme hub. C'était pas nouveau. Nous sommes présents à Casablanca depuis 2002 et depuis cette date, nous faisions du droit marocain, nous accompagnions les investisseurs internationaux et locaux sur leurs projets au Maroc, mais également sur la zone Maghreb. Donc Casablanca est un hub sur l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Mais au regard du perfectionnement des réglementations, du fait que les investisseurs marocains ou internationaux demandent une meilleure connaissance, et ils ont bien raison, du contexte local, des pratiques des administrations, à la fois publiques ou judiciaires,
il est nécessaire pour leur apporter le meilleur service possible d'aller vers l'excellence, de combiner des conseils juridiques et fiscaux qui répondent aux standards internationaux, mais qui s'allient à un fort ancrage local. Et de ce constat, de ce besoin, est né naturellement le projet UGGC Africa, qui a intégré 2 cabinets d'avocats de premier rang dans son réseau, en Côte d'Ivoire, Abidjan, le cabinet d'Irabou, et au Cameroun, le cabinet Moukouri. Donc, nous sommes très fiers d'avoir accompagné ce mouvement et d'être novateurs dans ce domaine et d'avoir une offre de services panafricaine à offrir aux investisseurs africains et aux investisseurs internationaux souhaitant effectuer des opérations dans la zone. Alors, en dehors de l'OHADA et de ces pays, je rappelle que le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont des pays membres de l'OHADA. Est-ce qu'aujourd'hui, une Union africaine, en fait, est possible dans le domaine juridique qui irait au-delà même de ce que l'OHADA a eu à accomplir? Oui, et je pense que c'est le sens de l'histoire, Omar. Mais on a beaucoup de chemin avant d'y arriver. Déjà, nous sommes implantés dans un méga continent avec un certain nombre de zones économiques qui se superposent, avec une culture des affaires. Il n'y a pas une Afrique, mais plusieurs Afriques. On n'a pas le même système de droit. Vous avez une partie de l'Afrique qui est complètement anglophone et qui est sous régime de la common law, alors qu'une partie de l'Afrique, celle francophone, et d'origine civiliste. C'est d'autant d'obstacles, au-delà des obstacles que j'avais soulignés d'adhésion du Maroc à l'OHADA, mais au sein même de l'Afrique, d'une manière plus globale, nous avons 2 systèmes, le système francophone et anglo-saxon, et cette harmonisation à l'échelle du continent est quelque chose qui sera, je pense, inéluctable, mais qui nécessitera un long travail. Un long travail à accomplir. D'harmonisation. Voilà, le chemin parcouru n'est pas mal, mais celui qui le reste aussi est important à parcourir. Merci beaucoup, Ali Bougrine. Je rappelle que vous êtes donc managing partner du cabinet UGC Africa. Vous étiez en direct avec nous depuis Paris. Merci à vous. Merci Omar. Merci. Au revoir. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Média TV.